La littérature contemporaine met en scène bon nombre de personnages qui, à défaut de prendre la fuite ou de poser des gestes séditieux pour marquer leur sentiment de rupture avec le monde, se tournent du côté de l'autodestruction. Dès lors, le spectacle du monde ne les concerne plus ou sinon très peu. Ils demeurent étrangers à ce qui les entoure, complètement repliés sur eux-mêmes et font de leur autodestruction leur propre spectacle. Chez certains de ces personnages, ce repliement sur soi s'accompagne d'une perception particulière de l'espace. Ils vivent dans un espace emmuré. C'est du moins ce qui a retenu mon attention dans les 3 romans dont je vais vous parler aujourd'hui. Dawson Kid de Simon Girard, publié en 2007, Les Murs d'Olivia Tapiero, publié en 2009, et Chambre Noire de Nicolas Charette, publié en 2012. Ne serait-ce que par leur titre, ces romans évoquent les murs à la fois réels et imaginaires dans lesquels s'enferment les 3 personnages narrateurs. Plus qu'un repliement sur soi, c'est en fait un enfermement en soi qu'il nous faut ici évoquer. Dans le roman Les Murs, la narratrice est une jeune femme identifiée suicidaire qui séjourne dans un asile psychiatrique. Les murs sont évidemment ceux de l'asile où elle se trouve en surveillance constante, mais aussi ceux dont se compose son propre corps, ceux qui, en d'autres mots, retiennent son cœur prisonnier, je cite, comme un oiseau qui panique. Par le biais de son corps qu'elle mutile et sous-alimente, elle se coupe des autres, marquant sa différence et manifestant son désir de mourir. Son but, que ceux qui l'entourent ne voient que ce corps mutilé et affaibli, comme un mur qui les empêche de percevoir la vie qui, malgré plusieurs tentatives d'autodestruction, demeure en elle. Je cite, « Le monstre, et le monstre, là, elle fait référence à la vie, finalement, « Le monstre est dans chaque molécule de graisse sur mon corps, dans chaque cellule de vie. Il ne faut pas qu'il le voie, ça leur donnerait espoir en ma guérison. En attendant, je dois construire des murs autour de lui, des murs froids, en glace, si épais qu'on ne peut pas voir au travers. » Fin de citation. Traînant dans les couloirs son corps fatigué, elle traîne donc également avec elle les murs qui la gardent à l'écart des autres. Le passage où elle rencontre l'une de ses infirmières est un peu plus clair. Je cite, « Elle me tend la main, je lui donne la mienne, je sais qu'elle sent le froid, la dureté des murs, et peau contre peau, ce n'est pas cette femme que je touche, mais ce qui me sépare d'elle. Je la regarde, sa santé transparaît, elle détonne dans ce milieu de maladie. Elle est féminine, lumineuse, ses mains sont douces. Les miennes sont sèches, congelées, osseuses. La distance entre 2 êtres est parfois tactile. » Fin de citation. Complètement déracinée, la narratrice est là sans l'être tout à fait. Froide, comme si la mort commençait déjà à la gagner. Il faut d'ailleurs se contenter d'employer le pronom impersonnel « elle », car on ne saura jamais son prénom. Le mentionner serait inutile, puisque coupée de tout, y compris d'elle-même, elle n'est là qu'en sursis, en attente de pouvoir se donner la mort, enfin. Dans le roman Chambre Noire, le personnage narrateur prénommé Victor souffre de solitude et est habité par un vague sentiment d'échec. Photographe de métier, il a l'habitude de considérer le monde à travers l'objectif de son Leica, plutôt que de l'affronter directement. Or, sa consommation régulière de drogue et d'alcool le pousse à délaisser la photographie et surtout, lui fait perdre le contrôle de ses actes. Conscient qu'il devrait cesser de consommer, il ne peut cependant s'y résoudre. Constamment partagé entre sa raison et ses addictions, il ne sait plus vers qui ou vers quoi se tourner pour se sentir mieux. Il semble en train de devenir quelqu'un d'autre, ou du moins, donne l'impression que quelqu'un d'autre agit à sa place. Pour le dire autrement, Victor est une véritable bombe à retardement, toujours susceptible de faire quelque chose de dangereux ou de condamnable. Sous l'influence des drogues et de l'alcool, la majorité de ses actions sont commises sans préméditation, de façon impulsive et sans égard aux conséquences qu'elles pourraient entraîner. Sans compter qu'il est complètement fasciné par un fusil, dont il imagine souvent se servir et qu'il prend parfois avec lui lorsqu'il sort dans la rue, sans savoir ni sur qui ni sur quoi, ou encore moins pourquoi il pourrait tirer. Mais lorsqu'il songe à son revolver, il fantasme surtout sur sa propre mort, ou plus précisément, sur la possibilité tangible de sa mort. Bref, si dans le titre du roman Chambre Noire est écrit au pluriel, c'est bien parce que la chambre noire du photographe dans laquelle Victor se retire souvent n'est pas la seule à figurer dans le récit. La tête de Victor est elle-même une chambre noire, beaucoup plus hermétique. Bien qu'il soit libre d'aller où il veut, il se sent piégé, emmuré, seul avec ses sombres délires. Et pris dans ses fonds semblants, Victor a la nette impression de ne plus participer au monde avec son cœur, d'en être exclu, voire de se trouver hors de la vie. Quant à la narratrice de Dawson Kid, Rose Bourassa, celle-ci évolue également dans des espaces clos. Le métro, où elle passe son temps à concocter des plans suicidaires, son appartement, où l'envie lui prend de frapper les murs, le Gold, un club de danseuses où elle se réfugie quelque temps, puis le ring de boxe, cet espace bien délimité par des câbles d'où il est impossible de s'échapper avant la fin du combat. En effet, après avoir fui une famille dysfonctionnelle et dansé au Gold pour amasser un peu d'argent, Rose décide d'apprendre à boxer et devient Rose Dawson Kid Bourassa.
Rose, la victime, est morte, c'est la cogneuse qui a pris le relais. Jamais plus elle ne se laissera faire, jamais plus elle ne se laissera insulter ou abuser sans riposter. Voulant dissimuler aux autres sa propre faiblesse, Rose travaille quotidiennement à la construction d'un mur d'insensibilité, dans le but de ne plus se laisser atteindre. Elle se perçoit en fait elle-même comme un mur, ce pourquoi elle refuse toute véritable communication avec autrui. Toutefois, c'est au mur du collège Dawson que réfère explicitement le titre du roman. Il faut dire que le récit se déroule en 2006, au moment où eut lieu la fusillade qui causa la mort d'une jeune femme ainsi que celle du tireur et fit une vingtaine de blessés. Bien que Rose n'ait jamais été étudiante au collège Dawson, cet événement la marque et son traitement médiatique en particulier la pousse à détester le monde davantage. Je la cite. « Je repense à Dawson, dont on parle encore sûrement dans le journal. J'essaierai de ne pas regarder, car ça pourrait me faire haïr trop les gens. Ces gens qui disent que ça n'a donc pas de bon sens, mais prononcent le nom du tueur comme un tic et n'auront jamais les 5 cents d'intelligence de se dire « Mais je suis en train de faire de la publicité pour tous les tueurs en puissance, en train de donner des munitions à 50, 100 000 malheureux qui n'attendent que ça, qu'on leur promette un moment de gloire. » Dawson, le mécanisme. Casser, renverser, saboter, celui du tueur ou le mien. Relier. Fin de citation. D'une certaine façon, la colère que Rose ressent face au monde lui permet de comprendre le geste du tueur. Ce n'est certes pas pour rien qu'elle a instinctivement choisi Dawson Kid comme middle name de boxeuse. Cela dit, elle ne préméditera jamais de commettre un acte comme celui du tireur de Dawson. Je la cite. « Tout ce monde a tué. C'est toujours plus efficace de s'effacer soi-même, son point de vue. » Fin de citation. Si lors de son premier combat de boxe, elle cause la mort de sa jeune adversaire, elle affirme que ce n'est qu'un accident, et ce, même si elle ne se sent pas coupable. Pour Rose, qui se définit comme une suicidaire, la mort ne choque pas, elle arrive et c'est tout. Celle-ci s'étonne plutôt que les gens parviennent à s'en sortir si longtemps avant la fin, sans eux-mêmes s'en être étonnés. Je la cite alors que son amant la raccompagne en voiture après le combat. « Il s'est mis à parler en conduisant, fâché, pour me clouer au pilori, comme si j'étais la pire des pires, parce que je ne me soucie pas de la fille, parce que je ne prends pas ça au sérieux. Il a l'air de ne pas en revenir. Tous ces gens qui n'ont jamais voulu s'enlever la vie, qui n'y ont jamais pensé sérieusement, qui ne comprennent rien. » Fin de citation. Cette incompréhension patente entre Rose et son amant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de l'impossibilité qu'éprouvent les 3 personnages narrateurs de ces romans à communiquer avec autrui à travers leurs murs. On peut d'ailleurs penser à la relation qui unit Rose à son entraîneur, un homme qui répond pourtant parfaitement à la figure paternelle dont elle a besoin. Or, celui qu'elle nomme affectueusement « coach » ne parle pratiquement pas. Entre eux, il y a, pour employer l'expression de Rose, toujours des peut-être, puisqu'ils ne savent rien l'un de l'autre. Leur communication se limite au non-verbal qui prend place dans le ring de boxe. Mais c'est justement lorsque Coach commence à se dévoiler et à montrer sa sensibilité que Rose est déçue de lui. De toute évidence, elle préfère son silence. On peut aussi penser au dialogue de sourds qui s'instaure entre la narratrice des murs et ses parents. Le passage où, parlant au téléphone avec son père, elle réaffirme son désir de partir, le démontre bien. Je cite « Il pense encore que je veux rentrer à la maison. Il pense encore que les mots « partir » et « ici » sont géographiques. On ne parle pas la même langue. » Fin de citation. La narratrice qui ne cherche qu'à mourir est tout à fait consciente que des codes différents régissent maintenant sa manière de voir le monde, que ce qu'elle perçoit comme bon, en fonction de son but, est perçu comme mauvais par son entourage. Ses parents ne possèdent pas les mêmes présupposés qu'elle, puisqu'à tout le moins, ils présupposent qu'un humain normalement constitué cherche à vivre, non pas à mourir. Par conséquent, quoi qu'ils tentent de se dire, ils ne peuvent s'entendre. Je cite la narratrice. « Dans la folie, dans les vapeurs de cet autre monde, toute logique normale s'écroule pour laisser place à une autre. Et à travers mes murs, je comprends bien la logique de l'autre côté, du côté rationnel, mais je n'y crois plus, tout simplement. » Fin de citation. Autrement dit, au fil de son processus d'autodestruction, la narratrice a renoncé à toute tentative de communication sincère. Pour elle, les mots ne veulent plus rien dire depuis longtemps, puisque de toute façon, je la cite, « Les gens ne comprennent pas pourquoi les autres veulent mourir. Ce n'est pas explicable, pas par des mots. » Fin de citation. Ainsi, les murs qu'elle bâtit quotidiennement sont infranchissables, pour la simple et bonne raison qu'elle n'a aucune volonté de les franchir. Je la cite encore. « Ma détermination est dans mon autodestruction, mon espoir est dans ma mort, il n'y a pas de place pour autre chose. » Fin de citation. Cette impossibilité de communiquer avec les gens, qui ne peuvent comprendre une telle volonté de se détruire, accentue la solitude de la narratrice. En tant que malade entourée de médecins qui recourent constamment à leur vocabulaire clinique, elle affirme de façon très lucide, je cite, « C'est ça la vraie solitude.
Non pas être seul sur une île, mais parler une langue étrangère dans une foule. » Fin de citation. De son côté, Victor doit lui aussi faire face à d'importants problèmes de communication, non seulement à cause des faux-semblants qu'il tente sans cesse de simuler, mais surtout en raison de sa perception et de son interprétation du monde déconnectée. Ajouté à son mal-être, sa consommation de drogue et d'alcool multiplie ses hallucinations paranoïaques et déforme constamment la réalité à ses yeux. Par exemple, lors de sa rencontre avec sa vieille amie Ingrid, Victor fige complètement, ne sachant plus s'il a affaire à une femme simplement contente de lui parler ou à une véritable succube dépourvue d'humanité qui cherche à le piéger. Je cite « J'ai eu l'impression que beaucoup de temps s'était écoulé pendant que je me disais que je devais parler, que je ne pouvais rester muet, que c'était simple, dire comment ça allait, que peut-être je devais lui dire que ça n'allait pas du tout, que j'étais en train de mourir, que je ne pouvais plus arrêter de consommer, que même sobre ou sous, je n'étais plus capable de fonctionner, que j'avais parfois envie de me faire éclater la cervelle pour que ça cesse. »« Je vais bien, » ai-je répondu. Et puis c'est là que ça a commencé. J'ai compris que les yeux d'Ingrid n'étaient que 2 sphincters, que 2 orifices au fond desquels il y avait un creux clos, une concavité qui ne donnait sur rien, 2 trous noirs qui, au fond, ne regardaient pas. Fin de citation. Combattant son vertige devant Ingrid, Victor continuera d'affecter qu'il va bien jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et prenne la fuite. Un classique, en allant par derrière, par les salles de bain du restaurant. Victime de ses hallucinations, il se sent en marge de la société, ou plutôt en marge de ce que celle-ci considère comme la normalité. Je cite de nouveau. « Je me suis rendu compte que je dévisageais les gens, et simplement en les regardant, je pouvais savoir s'ils étaient de mon côté ou non, s'ils étaient avec moi ou contre moi. Ceux qui étaient avec moi, c'était toujours des sans-abri, des clochards, des ivrognes, des miséreux chroniques et circonstanciels, des psychotiques et des névrosés du même acabit. » Fin de citation. Cette distinction sociale que Victor dresse entre ceux qui se trouvent de son côté et les autres n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle que Rose érige entre ceux qu'elle appelle les heureux et les malheureux, 2 catégories bien distinctes. Or, de nos 3 personnages, Rose sera la seule à parvenir à franchir ses murs pour rejoindre le camp adverse, celui des heureux, en tant qu'ex-malheureuse. Pour elle, la frontière n'est donc pas aussi hermétique, les murs ne sont pas aussi infranchissables. Je la cite. « C'est ça que je suis, non. Un mur, peut-être, mais avec des ailes. » Fin de citation. De par sa force de résilience et sa volonté, elle se trouve finalement une place dans le monde. Toutefois, la possibilité de son suicide est loin d'être éradiquée. En ce qui concerne son éventuel passage à l'acte, le lecteur sera laissé dans l'ambiguïté. Je la cite. « Ce matin, je me suis sentie tout à fait bien, libre, et je me suis dit, juste avant de partir pour le gym, ce serait le temps, en revenant tantôt dans le métro, tranquille, avant qu'il ne soit trop tard. Mais peu importe quand, comment, je partirai à un moment donné, pas le choix, enfin, la vraie défaite. » Fin de citation. Pour ces 3 personnages, la mort reste donc la seule vraie échappatoire possible, le seul moyen de quitter définitivement les murs qui délimitent leur espace et les coupent du reste du monde. Il n'y a aucune autre sortie véritablement envisageable. Au suicide est associé le sentiment d'une liberté totale, celle, comme le dit Rose, de disposer de leur corps. Rêvée et fantasmée, la mort est ici vue comme un soulagement auquel les personnages pensent avec un certain plaisir. De toute façon, le quotidien est pour eux ennuyeux et vide de sens. L'idée d'une mort possible, à tout moment, lui apporte donc une intensité sans pareille. Je cite la narratrice des murs. « Une fois qu'on a vécu le plaisir d'être mourante, la vie semble d'une platitude étonnante. Le seul élément qui intensifie notre existence devient notre passé. » Fin de citation. Comme le raconte également Victor, alors qu'il a quitté la ville pour se retrouver seul au milieu de nulle part avec son fusil, être aux abords d'un geste décisif et loin d'être insignifiant entraîne toutes sortes de sentiments aussi vifs que contradictoires. Je le cite. « Combien de temps suis-je resté ainsi, comme au bord d'un précipice? C'était douloureusement agréable, cette excitation qui montait pendant que je me tenais au seuil d'un geste. Je me suis imaginé mettant le canon double dans ma bouche et faisant feu. » Fin de citation. L'idée de pouvoir franchir le seuil de sa chambre noire semble lui donner une délicieuse impression de maîtrise sur sa vie qui, depuis quelque temps, lui échappe complètement. En fait, l'autodestruction est la seule chose que les personnages narrateurs pensent pouvoir maîtriser. Dans ce monde auquel ils n'ont pas l'impression d'appartenir et sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, le sentiment d'arriver à contrôler quelque chose, même s'il s'agit de leur propre destruction, est pour eux capital. Comme l'explique Rose, je la cite, « J'ai eu si souvent l'envie de me suicider, mais si je n'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit avant moi, c'est peut-être par orgueil, parce que je ne voulais pas avouer que mon malheur ait pu être causé par d'autres,
Malheur dont je perdrais la possession alors, pour ainsi dire, le contrôle. » Fin de citation. Ainsi, les personnages narrateurs semblent chercher à orchestrer leur destruction à la façon d'un grand spectacle pour lequel ils seraient à la fois acteurs et metteurs en scène. Pour Rose, par exemple, très sensible à l'esthétique de la mort, le suicide doit être net et sans bavure. Je cite un des extraits lorsqu'elle parle du suicide. « Je vais peut-être dériver jusqu'à Lionel Groux et de là me jeter sur les rails, ou sur un des quais, sur le dur, à partir d'une des passerelles. Mais alors pourquoi aller dans le métro sans profiter de la force d'impact des trains? Puis je me trouve idiote, ridicule comme une enfant. Tant qu'à me tuer, je le ferai comme il faut, pas en dessous de la terre, caché, mais bien au grand jour, sur une rue passante et quelque part, au soleil, et que ça écœure le peuple comme il faut, que ça soit clair et net, incontournable. » Fin de citation. Toutefois, c'est chez la narratrice des murs que le sens du spectacle est au plus fort. Puisqu'elle ne peut se donner la mort aussi vite qu'elle le souhaiterait, elle fait de sa destruction une véritable performance, comme le démontre explicitement ce passage où elle se pèse. Je cite « Je vois une balance. Le cœur dans la gorge, je monte sur la machine et regarde les chiffres, monter, monter, puis s'arrêter à un chiffre d'enfant en santé ou d'adulte malade. Je suis presque satisfaite. Regardez, mesdames et messieurs, approchez-vous. Voyez le spectacle de cachexie, de destruction. Voyez comme j'excelle dans l'art de la fin, F-A-I-M, et de la fin, F-I-N. » Fin de la citation. Pour elle, la notion de rôle est d'ailleurs très importante, car elle lui permet de déshumaniser ses rapports avec l'équipe médicale. Elle occupe le rôle de la malade, tandis que les infirmières, les médecins et les psychiatres occupent tous leur rôle respectif, parlant et se comportant comme il leur est prescrit de le faire. De cette façon, à elle, il ne lui reste qu'à performer son rôle du mieux qu'elle peut. Je la cite. « Les questionnaires sont pour moi une répétition de théâtre. Mes répliques sont calculées d'avance, déjà toutes prêtes. » Fin de citation. Et lorsqu'on la questionne, elle guette attentivement les réactions de ses intervenants. Par sa lucidité et sa volonté à s'autodétruire, elle se plaît à faire forte impression sur eux. Le regard des autres demeure effectivement très important pour elle tout au long de son processus d'autodestruction. Bien que les règlements très stricts de l'asile ne cessent de contrecarrer ses plans et l'empêchent d'avoir un contrôle total sur sa fin, elle a besoin de la présence du personnel médical en tant que public assistant au spectacle de sa destruction. Je la cite, alors qu'enfermée dans sa chambre, elle se sent plus seule qu'à l'accoutumée. « Ce soir, on ne me regarde plus. Il n'y a que moi qui me regarde, qui me surveille, qui étudie minutieusement mes répliques et ma chorégraphie. Je suis enchaînée sur scène, mais la salle est vide. » Fin de citation. En conclusion, c'est avec un certain sens de la mise en scène que Victor, Rose et la jeune narratrice des murs habitent un espace qu'ils se sont eux-mêmes créés, ou plutôt, dans lequel ils se sont enfermés. C'est là, derrière leurs murs, qu'ils peuvent enfin véritablement devenir acteurs de leur vie, pour ne pas dire de leur mort, en fomentant toutes sortes de plans qui les mèneraient à poser un geste décisif. Un geste sur lequel ils ont un plein contrôle et qui, à la différence de tous les gestes du quotidien, a un impact réel sur le cours de leur existence. En d'autres mots, plutôt que de demeurer spectateurs d'un monde qui leur déplaît, qui ne leur offre aucun possible et sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, ils préfèrent se couper du monde pour imaginer un spectacle dans lequel ce sont eux qui tirent les ficelles, celui bien sûr de leur autodestruction. Voilà leur possible, leur suicide. S'envoler, quitter leur mur une fois pour toutes, ou pour employer une formule plus près de la réalité de Rose, mettre terme au combat, définitivement. Or, aucun de ces trois romans ne mettra en scène le suicide de leur personnage narrateur, car plus que la mort elle-même, c'est l'expectative de la mort qui leur plaît davantage. La possibilité de l'acte, plus que l'acte en lui-même, après lequel, de toute évidence, plus rien ne sera finalement possible. Jusqu'à la toute fin, chacun de ces récits tient donc le lecteur dans l'incertitude, laissant les personnages narrateurs sur le seuil, seuls maîtres de leur sort. Merci.